Bienvenue dans 15 minutes impact. Aujourd'hui, on reçoit Dilip. Dilip, bonjour. Bonjour. Dis-moi tout, présente-toi et puis dis-moi en quoi je peux t'aider. Alors Dilip Racine, moi ça fait 2 ans que j'ai rejoint le monde de l'immobilier via le réseau propriété privée. Je suis encore en double activité, donc je monte crescendo. Et comment tu peux m'aider? En m'apportant ton expertise. On est là pour ça. Alors, c'est parti. Est-ce que tu as une question particulière sur laquelle tu aimerais qu'on réfléchisse ensemble? Dis-moi, quelle est la méthode de prospection la plus efficace aujourd'hui? La prospection, grand sujet. Alors déjà, il y a deux choses, il y a deux termes. Ce qui est important, c'est déjà de bien définir les termes. Qu'est-ce que la prospection? Qu'est-ce que la communication? La communication, c'est le fait de délivrer un message. Aujourd'hui, on peut le faire par plein de moyens différents et d'arriver à se faire connaître par de la communication. Donc, ça peut être par les réseaux sociaux, par de la publicité sur Google, par des panneaux, par des brochures. Ça, c'est la partie communication. Et ensuite, la partie prospection. La partie prospection, c'est là où toi, tu vas avoir une action à conduire pour aller toucher ton public. Donc, la communication peut tourner sans toi. La prospection ne peut pas tourner sans toi. Ah, d'accord. Ça, c'est la première des choses à savoir. Pour répondre à ta question, quoi faire en prospection finalement? Quel type de prospection on peut mener? Ça va dépendre de 3 choses. Il y a 3 paramètres à prendre en compte quand on définit ces canaux de communication et ces canaux de prospection. Il y a 3 paramètres. Le premier paramètre, c'est combien tu as d'argent à investir. Évidemment, si tu te lances dans l'immobilier, que tu as une petite somme d'argent, c'est pas pareil qu'un directeur d'agence qui a 15 commerciaux dans son agence. L'agence a 20 ans, ça n'a strictement rien à voir. Donc le premier paramètre à prendre en compte, c'est le paramètre financier. Le deuxième paramètre, c'est le paramètre de la ressource qui est la plus précieuse pour un agent immobilier, c'est le temps. De combien de temps tu disposes pour pouvoir mener ces actions-là. Ça, c'est très important. Et le troisième critère, c'est les ressources humaines dont tu disposes. Qui tu as dans ton entourage, dans ton équipe peut-être, sur ton secteur, chez propriété privée par exemple, qui peut t'aider à conduire et à mener ces actions-là de prospection. Parce qu'il y a des actions qu'on peut faire de manière commune. Il y a des actions, des événements, par exemple des conférences, même la prospection terrain, c'est une action qu'on peut faire ensemble. Il y a des actions de communication, même par exemple de la publicité sur Facebook. On peut partager les frais et attirer les clients à soi. Ça permet de mutualiser les frais. Et donc, du coup, d'avoir un impact plus important. Mais faut-il encore travailler sur le même secteur, etc. Donc, il y a ces 3 paramètres-là, l'argent, le temps et les ressources humaines que tu as à disposition. Face à ça, il va falloir mettre en perspective un autre paramètre qui est extrêmement important, c'est la cible, c'est qui tu vises. Sur quel territoire quel est ton territoire, quel est ton secteur de travail, pardon, et quelle est, à l'intérieur de ce secteur de travail, la typologie de biens que tu vises. Qu'est-ce que j'entends par typologie de biens? C'est quelque chose dont on entend très peu parler et que moi je prône depuis toujours. C'est le fait de s'adresser à une cible particulière, à un segment du marché. Ça peut être, je ne connais pas ton secteur, mais par exemple, ça peut être des petits pavillons entre 300 et 400 000 euros. Ça peut être des appartements à moins de 200 000 euros, plutôt des T3, plutôt des T2. Tu peux t'adresser plus à des investisseurs, par exemple, et vendre plutôt des biens pour de l'investissement locatif ou pour de l'achat-revente. Et donc là, être plus dans des immeubles ou des appartements à rénover ou des maisons à rénover. Donc l'objectif, c'est ça. C'est, OK, voilà mes canaux de communication, voilà le temps dont je dispose, voilà l'argent dont je dispose, voilà les ressources humaines, et voilà à qui je veux m'adresser. Et en fonction de tous ces paramètres-là, on va essayer de sélectionner ces canaux. Et le piège dans lequel il ne faut surtout pas tomber, c'est de les multiplier à outrance, ces canaux, en se disant, je veux être présent partout. En réalité, si tu veux être efficace, l'objectif, c'est de sélectionner 2-3 canaux, pas plus, mais par contre de les faire vraiment de manière très qualitative. Si tu fais de la prospection terrain, il faut que tes supports soient impeccables. Il faut qu'ils soient impeccables et pertinents, ce qui très souvent n'est pas le cas. Il faut que le discours soit hyper bien rodé et qu'il produise un maximum de résultats. Et il faut que la fréquence, si on parle de la prospection terrain, soit le plus régulière possible. Donc en fonction de tous ces paramètres-là, on va construire un plan de prospection. Donc ça demande une analyse en amont qui va être quand même assez poussée pour se dire, OK, on ne part pas dans tous les sens. Parce que vraiment, la multiplication, c'est un piège. On peut être tenté de dire, je vais faire de la publicité sur Google, je vais faire de la publicité sur Instagram, je vais mettre un 4x3, je vais faire une opération, tu sais, les baguettes de pain, là, on voit souvent ça, là, les sacs à pain, voilà, c'est à la mode. Ça fait beaucoup d'actions de communication et finalement, ça fait un peu d'argent là, un peu d'argent là, un peu de temps là, un peu de temps là, et finalement, on n'a pas le fruit de son investissement. Ok, super. Tu peux rebondir si tu veux. Ouais, non, mais du coup, alors imaginons que j'ai suivi tous tes conseils et que du coup j'arrive à obtenir un rendez-vous. Comment aujourd'hui je peux rassurer un vendeur qui ne souhaite pas du coup travailler avec une agence?
et lui expliquer que le fait de travailler en agence et d'autant plus en exclusivité, c'est la meilleure manière de défendre son prix net vendeur. Avec les vendeurs, il y a deux choses. Il y a tout ce qu'on peut faire en amont de la relation pour l'influencer. Okay. Et donc là, c'est la partie communication qui va rentrer en jeu. Il faut savoir qu'un vendeur, quand il est au début de son projet de vente, en général, il va sélectionner 2-3 agents pour avoir une estimation. Déjà, l'objectif numéro 1 pour nous, c'est déjà d'être dans cette shortlist. Okay. Et généralement, si tu as déjà été dans la position du vendeur, quand tu fais ton choix des 2-3 agents immobiliers, tu as déjà ta préférence. C'est bête, mais c'est comme ça. En général, on a toujours une petite affinité à se dire « Ah ben tiens, lui, il m'a bien reçu, j'ai bien aimé son approche, il m'a posé quelques questions. » Donc, il y a tout un travail déjà de persuasion, que j'appelle, qu'on peut faire en amont de la relation. Et ce travail-là, il est très important parce que si on cherche à avoir plus d'exclusivité à l'arrivée, parce que c'est le but, il faut déjà qu'au début de l'entonnoir, on ait beaucoup de monde qui soit attiré par nos services. Et donc, se retrouver le plus souvent possible dans cette shortlist. Donc ça, c'est ce qu'on peut faire en amont. Après, il y a l'heure des rendez-vous. Et là, l'objectif, ça va être de montrer notre valeur perçue. Pour ça, moi, j'enseigne une méthode que j'appelle la méthode de la vente inversée. L'objectif, ça va être que le client réclame de lui-même l'exclusivité. C'est-à-dire qu'à aucun moment, on va se mettre dans la posture où nous, on va pousser des arguments. L'objectif, ça va être de déconstruire tous ces préjugés. Un préjugé classique chez un vendeur, qui va dans le sens de ta question, c'est moi, je veux vendre tout seul parce que je veux économiser les frais d'agence. Exactement. Pour autant, qu'est-ce qui garantit au vendeur de vendre plus vite, plus cher et dans les meilleures conditions sans agent immobilier? Absolument. Rien. Donc, on voit ici qu'on a identifié chez notre vendeur une croyance. Si on lui demande de justifier cette croyance-là, il va se rendre compte de la limite de son argumentation. Il va se rendre compte que ce qu'il est en train de penser là n'est pas forcément la vérité, mais une opinion qui s'est faite à partir de plusieurs idées, peut-être d'un passé et d'expériences différentes. Donc notre objectif par le questionnement, ça va être de déconstruire dans un premier temps ces préjugés. Ils peuvent en avoir plusieurs, ça peut être ça peut être de dire si je mets en agence, je vais mettre dans plusieurs agences parce que je veux plus de visibilité. Ils ont plusieurs préjugés comme ça, de les déconstruire. Et une fois qu'on les a déconstruits, à ce moment-là, et qu'ils voient que finalement, il y a potentiellement de nouvelles solutions qui s'offrent à eux, dont l'exclusivité, et bien à ce moment-là, on va pouvoir exposer nos qualités, ce qu'on va pouvoir leur apporter pour vendre plus vite, plus cher, dans les meilleures conditions. Mais ça passe toujours par plusieurs étapes. Il ne faut jamais passer de l'étape préjugé à l'étape argumentation frontale. Si on fait ça, on va s'exposer qu'à une chose, c'est à de la confrontation. C'est comme si on explique à un fumeur qu'il doit arrêter de fumer. C'est bien, on va lui donner tous les arguments possibles et imaginables de la Terre. Ça va faire qu'une seule chose, c'est renforcer son envie de fumer. Nous, ce qu'on veut, c'est le persuader, c'est pas le convaincre. Donc pour ça, on veut le faire changer de comportement. Et pour faire ça, il faut que de lui-même, il ait compris l'intérêt qu'il a de changer d'avis, qu'il a de changer de décision. Si nous, on va pousser la décision auprès de lui, si nous, on arrive avec notre science et qu'on essaie de lui imposer, forcément, ça va clasher. D'accord. Donc si je comprends bien, aujourd'hui, pour se différencier, c'est vraiment, pour se différencier par rapport aux autres, c'est vraiment notre approche qui doit changer. Exactement. On ne doit pas avoir la même approche que les autres, à faire du forcing, essayer absolument d'avoir un mandat. Alors, il y a deux choses sur l'approche qu'on peut changer. Bon, il y a tout le volet communication, ça je ne reviens pas dessus. Mais face au client, il y a deux choses qu'on peut changer. Il y a le fond et la forme. Le fond, c'est les arguments produits. Okay. Tous les arguments aujourd'hui qui sont produits par les conseillers immobiliers, si tu fais, comme moi, le tour de chaque réseau immobilier, tu t'apercevras très vite que les arguments sont les mêmes. Et que parmi tous ces arguments, il y a une bonne part de ces arguments qui sont à jeter. Pourquoi ils sont à jeter? Parce que le client ne les entend pas. Je vais te donner un exemple tout bête qui parlera aux gens qui nous écoutent. Quand on dit à un vendeur qui veut vendre dans plusieurs agences que s'il met son bien dans plusieurs agences, eh bien son bien risque d'être déprécié sur le marché et que les acquéreurs vont finalement douter, vont avoir des doutes qui vont émerger en eux. Ils vont se dire pourquoi ça ne se vend pas? S'il a mis dans plusieurs agences, c'est qu'il est pressé. Les vendeurs, quand on leur dit ça, et à 9 chances sur 10 c'est ça, il n'y a pas de réaction en face. Quand on pousse cet argument-là, ça tombe à plat. Qu'est-ce qu'il est en train de me raconter? Et là, il faut comprendre, il faut vraiment essayer de comprendre l'autre pour comprendre pourquoi ça ne fonctionne pas. Pourquoi cet argument-là, que tous les conseillers immobiliers de France, et j'ai été le premier au début de ma carrière à les pousser, pourquoi ça ne fonctionne pas? Moi, l'argument me paraît plausible. Hein. Je pense que toi aussi, quand on est dans le métier, ça paraît logique et tout. Mais quand on le produit, quand on l'énonce à notre vendeur, ça ne prend jamais. Ben en fait, là, on a le cœur du problème sur le fond de l'approche. C'est qu'on pousse des arguments qui ne sont pas de bons arguments. Pourquoi? Parce que dans la tête d'un vendeur, quand on lui dit ça, lui, pourquoi il ne comprend pas? C'est que quand il était acheteur et qu'il voyait un bien dans plusieurs agences, sa première réaction,
Ça n'a jamais été de se dire il y a un problème, le bien, il y a un loup, le vendeur est pressé. Quand on est acheteur et qu'on voit un bien dans plusieurs agences, c'est absolument pas ça qu'on se dit. Donc si nous, on essaie de lui faire comprendre quelque chose que lui n'a pas vécu en tant qu'acheteur, mais il ne comprend pas. Il se dit, mais il est en train de me sortir un baratin commercial. Là. Ok. Parce que qu'est-ce que c'est la première chose que se dit un acheteur quand il voit un bien dans plusieurs agences? C'est quoi la réalité? Qui ne se font pas le bien? Sa première des réactions, ce sera de dire qui est l'agence qui a le bien le moins cher. Oui, c'est vrai, tu as raison. C'est ça sa première réaction. Et donc, partant de ce constat-là, quand on pousse autre chose et qu'on énonce quelque chose d'autre à notre vendeur, lui, il se dit, non, c'est pas vrai. Moi, c'est pas ça que je me dis. Pourquoi les autres se diraient ça? Et donc là, au lieu de gagner en crédibilité, on se décrédibilise tout seul. Et il faut avoir été dans la peau d'un vendeur pour recevoir un argument qui, justement, que lui perçoit comme faux, en tout cas. Ben forcément, ça crée des problèmes. Donc ça, c'est sur le fond. Et ensuite, il y a la forme de l'argument. Et là, j'en reviens à l'art du questionnement et à la méthode qu'on a développée avec Céline de la vente inversée. C'est-à-dire que plutôt que de pousser un argument qui va infantiliser le prospect, on va lui faire émerger la vérité, les bons arguments, par le questionnement. Et on va déconstruire ses préjugés. Ce qui va toujours nous placer à égalité avec lui. C'est-à-dire jamais il va avoir l'impression d'avoir en face de lui quelqu'un de condescendant qui va le prendre de haut, qui va se positionner comme le sachant. Mais il va toujours avoir quelqu'un à côté de lui comme un vrai conseiller. En fait, le terme conseiller, à ce moment-là, il apparaît comme étant... sens, ouais. Exactement, comme réellement pertinent. Le mot conseiller, d'ailleurs, c'est quelque chose de très rigolo parce que les agents immobiliers, on s'est appelé négociateur passé un temps. Moi, quand j'ai attaqué mon métier, on m'appelait un négociateur immobilier. Donc, c'était vraiment le côté négociation-offre qui... Voilà. Puis après, on a appelé ça des consultants. Puis après, on a appelé ça des conseillers immobiliers. Puis des fois, on appelle ça des coachs en immobilier. On donne plein d'appellations. Et est-ce que tu t'es déjà posé la question pourquoi on donne autant d'appellations à un même métier finalement? Non, mais je sens que tu vas m'apporter la réponse. Non, mais c'est pour une raison toute bête, c'est qu'on essaie de dissimuler qu'on est des vendeurs. Ouais, okay. On pourrait très bien dire qu'on est des vendeurs immobiliers et puis tout le monde comprendrait. Mais on ne veut pas avoir cette connotation de vendeur. Ce qui est logique puisque la vente et le métier de vendeur est mal perçu par les gens, même par ceux qui le pratiquent. Donc on essaie de dissimuler ça derrière différentes appellations. Pour dire que non, on est là pour accompagner, tu vois, coach, consultant, ça va beaucoup plus dans cette idée-là. Et le problème, c'est que si on a la façade, l'appellation, mais qu'on n'a pas derrière le comportement qui colle à l'appellation, eh bien, ça crée des gros problèmes de communication entre les agents immobiliers et les vendeurs. Et donc, c'est pour ça qu'il y a cette friction aujourd'hui dans un marché qui est en plus ultra saturé entre les vendeurs et les agents immobiliers. C'est pour ça que ça ne fonctionne pas. Si on adapte un autre discours sur le fond, qui va être différenciant de la concurrence et qui va être audible auprès de notre vendeur et que derrière, on a une technique, une approche sur la forme qui est beaucoup plus douce et beaucoup plus respectueuse du vendeur et plus une approche qui va être infantilisante, à ce moment-là, on a tout gagné et là, les ventes se font beaucoup plus naturellement. Ok. Justement, tu parlais du marché qui est saturé. Pour avoir ton expertise, d'après toi, quelle est l'évolution selon toi du marché de l'immobilier ? À court et moyen terme. Grande question. Moi, je pense que c'est comme l'évolution de la société. Il va y avoir une scission entre les très très riches et les très très pauvres. Okay. Et je pense que ça va vraiment tourner là-dessus. La question, c'est pas ce que va devenir le marché. Pour moi, c'est quand. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est dans un marché qui est saturé, où tout le monde fait la même chose. Avec Internet, avec la diffusion massive de ce qu'on peut changer dans le métier, et c'est ce que nous, on essaye de faire, changer l'approche de chaque conseiller immobilier. C'est les premiers qui vont arriver à franchir ce cap-là dans la relation client, dans la communication, qui vont prendre le lead. Et ce lead-là sur le secteur, il sera quasi irrécupérable par quiconque va vouloir venir challenger le conseiller immobilier qui l'aura mis en place. Parce que la communication, c'est un travail intense, de long terme. Le personal branding, dont on peut reparler, qui est pour moi vital pour les conseillers immobiliers dans les années à venir. Les premiers qui auront installé ça sur leur secteur auront pris le lead sur le marché, c'est de manière incontestable. Si en plus on va encore un petit peu plus loin dans l'approche client de la manière dont je viens de te l'évoquer, alors là, le fossé va être immense entre ceux qui débutent et ceux qui auront pris le lead sur le marché. Donc pour moi, il va y avoir un écart entre finalement la masse qui va faire peut-être... je sais pas, on va dire peut-être 2-3 ventes par an, et puis les top leaders qui vont se compter sur les doigts d'une main sur un secteur. Ok. Bon, écoute, je pense que je vais te dire à très bientôt pour une session de coaching. Parce que... Avec plaisir, j'espère que j'aurais pu t'aider en tout cas pour aujourd'hui. Ah, c'était top. Merci beaucoup en tout cas. Avec grand plaisir. Merci à toi. Merci.